Bon, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré à la mobilisation du conseil en évolution professionnelle et du compte personnel de formation. Je remercie déjà Ludovic Valenza de l'ARCIBC de faire la présentation aujourd'hui et de nous éclairer sur ce sujet. Donc, je rappelle qu'il vous faut couper votre caméra et votre micro, que le chat est à votre disposition pour poser votre question. Donc, Leïla nous relaiera vos questions dans la deuxième partie du webinaire. Et que si vous avez des difficultés techniques, Christelle est disponible via le chat également pour résoudre ces problèmes techniques. Mais je laisse tout de suite la parole donc à Ludovic pour nous présenter ces éléments sur le CEP et le CPF. C'est à vous, Ludovic. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le conseil en évolution professionnelle donc pour les actifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et votre compte personnel de formation, donc le compte CPF. Donc le conseil en évolution professionnelle, donc c'est une ambition nationale, donc qui a pour objectif d'encourager chacun à être acteur de sa vie professionnelle, de son parcours professionnel, en lui fournissant des services, différents outils pour y parvenir. C'est défini dans un cadre légal bien précis qui définit un accompagnement très spécifique ou qui dit que le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout actif qui permet de faire un point sur sa situation professionnelle et ainsi formaliser un plan et pouvoir par la suite le mettre en œuvre. Le conseil en évolution professionnelle est basé sur 5 principes. Donc la gratuité pour tous, l'accessibilité à tous, neutre, l'impartialité et la confidentialité. Donc tout bénéficiaire qui se fait accompagner en conseil en évolution professionnelle, son dossier restera confidentiel. C'est un réel besoin pour la population. Donc 57% des actifs âgés entre 18 à 65 ans ont un projet d'évolution professionnelle dans l'année en cours. 88% estiment avoir un besoin de formation professionnelle pour changer de métier. Et 64% ont un besoin d'être accompagnés donc, par un expert et un spécialiste. Le conseil en évolution professionnelle répond à ces critères-là. En effet, vous êtes accompagné par des experts ou des spécialistes dans tel ou tel domaine. 5 opérateurs sont répartis sur tout le territoire. Donc, chaque opérateur a un public bien précis. Donc, par exemple, pour Pôle emploi, ce sont toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. L'APEC pour les cadres. Cap emploi pour les personnes en situation d'handicap. L'UNML pour les jeunes de moins de 26 ans. Et le CEP Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un groupement donc pour tous les salariés actifs et travailleurs indépendants. Donc, c'est un groupement qui est composé donc, du CEBC Auvergne-Rhône-Alpes, du réseau Envergure, des chambres consulaires, donc la chambre des métiers et de l'artisanat et de la chambre de l'agriculture. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser effectivement, c'est que l'UNML, c'est le réseau des missions locales qui sont présentes sur toute la région, puisqu'il y a à peu près 80 missions locales présentes. Et que concernant les salariés, donc c'est votre groupement qui a été sélectionné à l'issue d'une consultation d'un marché public au niveau national, où il y a eu plusieurs zones en France qui ont été mises en marché, et vous avez eu le lot qui couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Donc, notre public cible, ce sont les salariés, les travailleurs indépendants. Donc, comme je vous le disais, donc c'est un groupement. Donc, le réseau en Auvergne est réalisé par un groupement. Donc, le réseau des CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat, les chambres régionales de l'agriculture, la Fédération nationale des CIBC et le réseau Envergure. L'objectif du groupement, c'était vraiment de recouvrir tout le territoire. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, vous vous adressez aux actifs occupés du secteur privé et aux indépendants, mais que là, effectivement, la loi ne couvre pas le conseil en évolution professionnelle des agents du secteur public, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou les agents des collectivités territoriales, pour lesquels il n'y a pas de dispositifs nationaux de conseil en évolution professionnelle. Ils doivent s'adresser à leur employeur pour éventuellement avoir des informations sur leur CPF ou leur transition professionnelle de manière générale.
Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est un actif occupé? Donc, notre public cible. Donc, ce sont toutes personnes salariées du secteur privé, même à temps partiel, donc salariés ou non, donc pour tous les indépendants. C'est toute personne qui aide une personne dans son travail, même sans rémunération. C'est être apprenti, stagiaire rémunéré. C'est être aussi chômeur, mais tout en exerçant une activité réduite. Donc, par exemple, les saisonniers, les intérimaires ou les intermittents du spectacle. Être étudiant ou retraité, mais tout en occupant un emploi. Et aussi, donc, il ne faut pas être accompagné par un autre opérateur. Donc, par exemple, on ne peut pas être accompagné par l'APEC et en même temps par le réseau CIBC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le parcours du bénéficiaire, donc c'est un accompagnement qui est assez spécifique, qui se décompose en 4 niveaux. Donc, un premier niveau, donc c'est une prise d'information, un aiguillage, pour vraiment savoir vos besoins et si vraiment vous êtes le public cible. Suite à ce premier contact, donc un premier rendez-vous est attribué donc généralement sous les 10 jours. Donc c'est un conseil personnalisé où l'objectif c'est vraiment d'établir un diagnostic, de clarifier la situation et de pouvoir informer la personne. Donc généralement c'est un rendez-vous qui tourne aux alentours de 2 heures. Si nécessaire, donc l'accompagnement peut se poursuivre, qui a pour objectif donc la formalisation du projet, donc la mise en place d'un plan d'action avec toute l'ingénierie qui l'accompagne, l'ingénierie de parcours et même l'ingénierie financière. Donc elle est réalisée par des conseillers experts dans chacun des domaines. Et suivi d'un 4e niveau, donc la mise en œuvre du projet. Donc c'est un accompagnement qui dure généralement 2 heures, qui permet pareil de faire la mise en œuvre, la mise en place de son projet. Quels sont les projets qu'on peut accompagner? Donc ce sont tous les projets de reconversion professionnelle, d'évolution professionnelle, des projets de création d'entreprise, ou même des projets pour faire un point dans son évolution professionnelle. Donc notre présence sur le territoire donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc nous sommes bien présents un peu partout sur le territoire, donc ça équivaut à 120 sites et 160 conseillers, donc répartis entre le réseau CIBC, les chambres consulaires et le réseau Envergure, afin d'avoir de la proximité. Donc pour répondre à la demande des actifs, donc certaines, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous le samedi. Donc vous avez toutes les informations sur mon service cep.fr. Comment rentrer en contact avec nous? Donc directement à travers le site moncep.org, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou directement par téléphone. Qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du site internet, donc les personnes ont la possibilité, je crois, de se créer un espace personnel sur lequel elles vont pouvoir à la fois solliciter ce premier rendez-vous, mais aussi suivre leur parcours par la suite. Tout à fait. Donc le bénéficiaire devra créer un espace donc sur moncep.org. Ça lui permettra donc de rentrer dans l'accompagnement CEP, de pouvoir échanger avec des conseillers, de suivre des actualités et commencer déjà un petit peu à travailler sur son projet. Et ça lui permettra aussi d'être en lien direct avec le conseiller en lui envoyant des messages ou en lui envoyant des documents officiels. Concernant le compte CPF et quelques généralités, donc le CPF donc, appartient au compte personnel d'activité, donc le CPA, qui regroupe lui-même 3 comptes. Le compte personnel de formation, le CPF, le compte d'engagement citoyen, le CEC, et le compte professionnel de prévention, donc le CPP. Ces 3 comptes ont des financements différents. Donc, concernant le CPF, donc c'est un financement de formation en vue de son évolution professionnelle. Concernant le CEC, c'est la reconnaissance du bénévolat pour le financement de formation et de VAE. Donc, toutes les informations donc, sont disponibles sur le site association.gouv.fr. Et concernant le compte CPP, donc concernant la prévention, donc des réductions de l'exposition des salariés à des situations de pénibilité,
Et donc là, c'est un compte spécifique, donc le compte professionnel de prévention.fr. Donc toutes ces informations, tous vos droits concernant le compte CPF sont disponibles sur mon compte de formation.gouv.fr. Donc, concernant l'alimentation du compte CPF, donc avant il était en heures et depuis peu il est passé en euros. Donc concernant les heures de DIF acquis avant 2014, donc en 2014, donc au 31 décembre, donc pour les personnes cotisant, donc l'employeur a dû vous fournir une attestation et c'est grâce à cette attestation que vous pouvez compléter votre compte CPF en euros. Mais attention, il faut le faire avant le 31 décembre 2020. Concernant l'alimentation, donc elle se fait au prorata donc de la durée du contrat de travail et du temps passé au travail, donc en fonction du temps de travail. Donc les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou perte d'emploi. Et certaines absences comptent, donc tout ce qui est lié à la maternité, au congé maternité, paternité, adoption par exemple, ou même tout ce qui est lié aux absences suite à un accident de trajet, un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc pour un salarié travaillant au moins à mi-temps, donc c'est environ 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros. Pour un salarié non qualifié travaillant au moins à mi-temps, donc 800 euros par an dans la limite de 8 000 euros. Donc 300 euros supplémentaires pour les bénéficiaires qui sont reconnus travailleurs handicapés. Alors, je pense que c'est important effectivement de rappeler que les heures DIF sont encore comptabilisables dans le CPF. Oui. Puisque le dispositif DIF, c'est un dispositif qui est effectivement un peu ancien et a disparu des mémoires, mais jusqu'à la fin de cette année, vous avez la possibilité de comptabiliser vos heures DIF en CPF, qui désormais n'est plus compté en heures mais en euros. Et donc, effectivement, c'est quand même très intéressant d'envisager de récupérer ces heures-là pour en faire un compte en euros. Par ailleurs, je précise que pour donner un ordre de grandeur, la plupart des licences et masters qui sont proposés dans l'enseignement supérieur, comme à l'université Clermont-Verne par exemple, sont dans des fourchettes de prix de l'ordre de 5 à 10 000 euros et où donc on est complètement dans le périmètre du financement CPF. Donc concernant un petit peu la réglementation et le fonctionnement du compte CPF, donc deux possibilités de pouvoir l'utiliser. Donc hors temps de travail, donc là c'est en fonction de votre autonomie, donc vous n'avez pas besoin d'une autorisation de l'employeur. Sur le temps de travail, donc ça nécessite une autorisation d'absence de l'employeur. Attention, donc il y a des délais à respecter, donc des délais de prévenance. Donc pour les formations qui durent moins de 6 mois, il faut prévenir 60 jours en amont. Et pour celles qui durent plus de 6 mois, 120 jours en amont. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour vous donner une réponse. Concernant le droit de refus, donc il peut le refuser autant de fois qu'il le souhaite, sans avoir besoin de le justifier. Donc s'il accepte les heures de formation pendant le temps de travail, donc ça constitue de droit donc du temps de travail effectif et donc le maintien de salaire, donc de la rémunération du salarié. La demande de l'utilisation donc du compte CPF, donc elle se fait directement en ligne ainsi que son utilisation. Sur le compte CPF, vous pouvez avoir aussi le listing de toutes les formations et autres disponibles, finançables par le compte CPF. Concernant la prise en charge du compte CPF, attention, elle prend en charge que le coût pédagogique uniquement. Les frais annexes ne sont pas pris en charge. Ajouter, c'est qu'effectivement, l'employeur a la possibilité de refuser autant de fois qu'il le veut. Mais ce qui est inscrit désormais dans le Code du travail, c'est l'obligation de l'employeur à maintenir les compétences des salariés sur leur poste de travail. Et donc, même s'il peut refuser, il a aussi la nécessité d'avoir une vigilance sur le maintien de ses compétences et de ses qualifications, sans quoi il peut s'exposer à des sanctions, éventuellement à des abondements sur le CPF, des obligations de formation. Oui, le plan de développement des compétences des salariés est devenu obligatoire. Concernant donc le financement des formations, donc
Les formations peuvent être cofinancées donc, par ses propres moyens, donc avec le salarié, donc il peut ajouter en plus du financement. Mais depuis juin, le financement peut être aussi fait par l'employeur. Donc l'employeur peut aussi directement rajouter des fonds afin de financer la formation. Donc il se fait à travers le site netentreprise.fr avec bien sûr toute une procédure à respecter. Et le règlement se fait tout simplement par carte bleue ou virement. Donc ça concerne les abonnements ça concernera les abonnements découlant d'accords collectifs, mais aussi les abonnements individuels. Concernant les abonnements, donc il peut y avoir des abonnements correctifs. Donc pour les entreprises de 50 salariés et plus, donc il y a un abonnement correctif de 3 000 euros s'il est constaté lors du bilan à 6 ans que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, donc d'un entretien professionnel tous les 2 ans et au moins une formation non obligatoire. Et aussi concernant l'abonnement AT et MP, donc de 7 500 euros. Donc c'est pareil, donc toute personne qui est victime d'accident de travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanent minimum de 10% bénéficie d'un abonnement aussi supérieur de la part de l'assurance maladie. Donc, ce qui est effectivement intéressant là depuis le développement technique qu'a fait la Caisse des dépôts sur l'application CPF, c'est qu'on a désormais la possibilité de proposer à l'employeur d'abonder sur le CPF pour un salarié spécifique, sur un projet spécifique. Et du coup, ça vient vraiment conforter cette idée que le CPF, ça devient un espace de négociation autour d'un projet de formation entre l'employeur et son salarié, qui peut éventuellement déboucher sur des prises en charge partielles de l'entreprise et également une participation du salarié via ses heures CPF. Donc, un petit zoom concernant le processus démissionnaire. Donc le processus démissionnaire, donc la démission, ce n'est pas un projet. Donc le processus démissionnaire rentre en compte que pour un projet réel et sérieux. Exemple de la reconversion professionnelle, de la formation, un projet de création d'entreprise, et nécessite un processus bien spécifique. Donc le processus démissionnaire permet aux salariés qui démissionnent pour un projet de bénéficier des allocations Pôle emploi suite à la démission. Pour entrer dans le processus démissionnaire, donc le passage par l'accompagnement en évolution professionnelle est obligatoire. Donc la sollicitation du CEP est obligatoire. Et elle se fait par l'intermédiaire de la plateforme de Transition Pro. Donc concernant le processus démissionnaire, donc il faut bien respecter les délais parce qu'il y a des dates de commission afin de valider le caractère réel et sérieux du projet. Et tout se fait de manière dématérialisée entre le conseiller en évolution professionnelle, la personne, le bénéficiaire qui rentre dans le processus démissionnaire. Donc tout se fait en co-construction. Donc attention avant d'engager ce processus à vérifier l'éligibilité. Donc elle se fait sur le site de démission-reconversion.gouv.fr car les critères d'éligibilité sont assez stricts. Oui, donc effectivement, ce qui est vraiment préconisé, c'est cette information préalable et une prise de contact avec son conseiller en évolution professionnelle, qui sera de toute façon une étape obligée pour le processus et qui peut du coup aussi informer la personne pour lui dire si elle est éligible ou pas avant qu'elle entame des démarches qui pourraient, notamment de démission, qui seraient préjudiciables si jamais le processus n'était pas mobilisable. Oui, et c'est surtout que lors de la commission, donc pour la validation du projet, il y a un montage de dossier qui est assez rude. Donc par exemple, pour un projet de création d'entreprise, il faut presque arriver jusqu'au business plan pour la présentation à la commission. Et le conseil en évolution va permettre cet accompagnement jusqu'à la commission et même par la suite pour la mise en place du projet. Donc concernant toujours pareil, le processus démissionnaire, donc le passage obligatoire devant un conseiller en évolution professionnelle, avant la démission bien sûr. Il ne faut jamais engager les démarches de démission avant de rentrer dans la démarche CEP. Son rôle, ce sera d'accueillir le salarié dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, informer sur le dispositif, les différents risques,
montrer les autres possibilités avant de rentrer dans le processus démissionnaire et accompagner bien sûr le salarié à l'élaboration de son projet. Donc l'accompagnement se fait jusqu'à la finalisation de la demande du salarié et aussi en cas de recours. Donc il y a la possibilité de faire un recours en cas de refus par la commission. Donc le conseil en évolution professionnelle va aussi accompagner pour faire la demande de recours. Et ensuite aussi, on peut accompagner dans la mise en place du projet. Bien, ben, merci Ludovic pour cette présentation très complète. Merci à vous. En résumé, on dispose désormais d'un conseil en évolution professionnelle pour tout le monde, salariés, demandeurs d'emploi, à l'exception des agents publics. Que concernant les salariés et les indépendants, ce conseil en évolution professionnelle est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, piloté, animé par le groupement CIBC et ses partenaires, et que ce conseil en évolution professionnelle s'articule avec le dispositif du compte personnel de formation, le CPF, et également un nouveau dispositif, dit dispositif démissionnaire, pour pouvoir engager une période de formation à l'issue d'une démission, mais avec toute une série de critères qui là aussi sont étudiés avec son conseiller en évolution professionnelle. Merci donc Ludovic pour tout ça, et je vous propose maintenant donc de voir du côté du chat si vous avez des questions ou des remarques particulières par rapport à cette présentation. Et donc je vais laisser éventuellement Leïla nous dire s'il y a des questions spécifiques. Alors, donc on va passer à la séquence des questions. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Leïla fait la modératrice, donc nous fait remonter les différentes questions. Ça peut être aussi des remarques par rapport à des situations vécues, en sachant qu'on a parmi nous à la fois des personnes en questionnement personnel sur leur projet de formation, mais aussi des conseillers en évolution professionnelle ou des conseillers de manière générale. Donc on peut avoir différents types de questions. Donc est-ce que Leïla, on a déjà une première question? Alors on n'en a qu'une pour l'instant. Bonjour à tous. C'est Véronique qui s'étonne d'avoir entendu dans la présentation que l'employeur peut refuser autant de fois qu'il le veut le processus, le CEP. Elle s'étonne de ça et elle pensait que c'était pas autant de fois qu'il le voulait. Donc, ce n'est pas le CEP qui peut être refusé par l'employeur, mais c'est la formation grâce au compte CPF du bénéficiaire pendant son temps de travail. Mais ce n'est pas l'accompagnement CEP qui peut être refusé. Oui, pardon, elle n'a pas précisé ça, effectivement. C'est le droit à la formation, du moins l'accès à une formation. Et elle ne pensait pas qu'il avait autant qu'il pouvait le refuser autant de fois qu'il le voulait. Alors, sur certaines autres formations, non. Mais sur le compte CPF, oui, parce que c'est juste l'utilisation du compteur CPF individuel à la formation. Mais par contre, si vous rentrez dans d'autres projets de formation, comme le projet de transition pro, donc le CPF PTP, où là, il y a un mélange entre compte CPF et financement de transition pro, là, l'employeur peut refuser qu'une seule fois. D'accord, allez avec ça. Du coup, comme question, il n'y a pas d'autres remarques ni d'autres questions. Ah, en voilà une autre. Véronique remercie. Morgane demande quelle est la durée moyenne entre le moment où on sollicite un CEP et le moment où on finalise l'accompagnement. Alors, tout dépend de la longueur du projet et dans quelles conditions vous arrivez dans l'accompagnement CEP. Les profils sont divers et variés. Par exemple, vous pouvez avoir des bénéficiaires qui sont totalement perdus sur leur projet et vous pouvez avoir des bénéficiaires qui vont arriver avec un projet complet, où là, le rôle du conseiller, ce sera vraiment juste de l'information, de l'aiguillage. Sachant que l'accompagnement CEP est basé et régi par le temps aussi. Donc l'accompagnement global avec les 4 niveaux peut durer 18 mois. L'accompagnement du premier niveau, où on établit un diagnostic, donc c'est un accompagnement qui dure 2 heures, mais qui est fait sur les 2 premiers mois. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est régi sur le temps et qui a pour objectif vraiment d'accompagner le bénéficiaire tout au long de son projet. Donc, par exemple, on prend structurer le plan d'action, donc l'ingénierie de parcours. Donc là, ça va être un accompagnement qui va être défini sur 12 mois. Mais avec plusieurs rendez-vous, voilà, c'est vraiment un accompagnement sur la longueur, en fonction
du profil du bénéficiaire. Concernant les dispositifs après démissionnaires, il faut bien penser à, même les autres dispositifs, il faut bien penser à prendre le temps en amont pour créer vraiment un projet, vraiment créer un projet solide. Donc logiquement, on demande minimum 3 mois en amont pour les processus démissionnaires. Je pense quand rien n'est fait en amont. Il faut aussi intégrer cette temporalité au rythme des formations. Alors en matière de formation continue, effectivement, les sessions de formation peuvent être ouvertes tout au long de l'année. Mais la réalité dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on a quand même des sessions qui démarrent plutôt en septembre pour se terminer en juin. Donc effectivement, l'idéal, c'est quand même d'arriver avec un projet de formation déjà construit ou bien avancé sur la fin de l'année, en décembre de chaque année, pour pouvoir ensuite faire les prises de contact avec son financeur éventuel et l'université ou la grande école ou l'établissement d'enseignement supérieur pour être prêt pour les inscriptions qui sont faites en général entre avril et juin. Voilà. Mais donc c'est bien que cette séquence puisse s'inscrire aussi dans ce temps-là, puisque sinon effectivement si vous loupez l'inscription avant l'été, généralement du coup ça décale votre projet d'inscription d'une année avec toute la complication qu'il y a à gérer aussi votre relation avec l'employeur. Alors, les questions arrivent. Une première, est-ce que les heures du CPF peuvent être données, transférées d'un père à sa fille, par exemple? Est-ce qu'on peut hériter du CPF de son vivant? Pas à ma connaissance. Alors, une autre, quand il y a eu un travail avec un bilan de compétences en amont d'une sollicitation du CPF Transition Pro pour le financement, est-ce que les 4 étapes se font aussi ou seulement l'étape de faisabilité et de financement? Alors, les étapes les différents niveaux d'accompagnement CEP, c'est avec le conseiller qui vont être établis. Donc, si le bilan de compétences a déjà été mis en place, si la personne a déjà mis en place son plan de financement pour sa formation, donc elle n'est même pas obligée de passer par un conseil en évolution professionnelle. D'accord. Alors sur cette question, je renvoie au webinaire qu'on a avec Transition Pro, qui effectivement conseille le conseil en évolution professionnelle comme une étape, mais rappelle que cette étape n'est pas obligée et que eux-mêmes, Transition Pro, disposent aussi d'une offre de service de finalisation des parcours de formation, notamment sur l'ingénierie financière. Donc après, chacun peut concilier les offres de service selon ses besoins. Mais par contre, si dans l'optique, elle devrait chercher une formation ou autre, le conseil en évolution professionnelle serait parfait dans cet accompagnement-là. Alors, si la commission valide le CEP Transition Pro, quel est le délai maximum pour le bénéficiaire pour donner sa démission suite à l'accord de cette dernière? Donc, c'est dans les 6 mois pour mettre en place son projet. Donc, c'est dans les 6 mois pour mettre en place son projet accompagné par Pôle emploi. Voilà, je renvoie au diagramme qui présente effectivement ces différentes temporalités dans la présentation. Et là. Voilà, c'est 12 mois après et c'est bien sûr accompagné par Pôle emploi. Pas d'autres questions ni de remarques pour l'instant. Ah. À chaque fois que je le dis, il y en a une qui arrive. Est-ce que le fait de passer par un CEP favorise un avis positif en commission Transition Pro? Par exemple, un salarié a un projet de formation qui est refusé une fois par Transition Pro. Alors, je ne pense pas que ça favorise, mais je pense que par contre, il peut être le dossier peut être plus complet et peut avoir peut-être plus d'arguments pour obtenir le caractère réel et sérieux. Je pense notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérêt du CEP, c'est ce principe de neutralité qui fait qu'il va vraiment accompagner la personne pour objectiver à la fois ses besoins, ses envies, mais également les confronter à la réalité du marché de l'emploi
Et donc, c'est pas forcément évident à titre individuel de réaliser à la fois quels sont les besoins des employeurs aujourd'hui, mais surtout quels seront les besoins de ces employeurs d'ici 2-3 ans. En fait, Le conseiller, à partir d'un certain nombre de données qu'il va connaître et qu'il pourra partager avec la personne accompagnée, pourra aider à cette objectivation-là et à renforcer la qualité du dossier. Donc, favoriser, le terme est peut-être un peu fort, mais par contre, consolider son dossier, certainement. L'accompagnement de transition pro peut s'étaler sur 18 mois, mais la durée prévue à chaque étape et donc les rendez-vous ne changent pas. alors, tous les accompagnements CEP sont individualisés. Donc, par exemple, il y a des accompagnements qui vont durer peut-être, sur la globalité, qui vont durer peut-être 6 heures, et d'autres accompagnements vont durer peut-être 10 heures, 5 heures. Donc, c'est assez variable. C'est vraiment en fonction du profil du bénéficiaire, en fonction de son projet, en fonction du moment où il rentre en accompagnement CEP, où est dans l'avant, où est-ce que j'en suis dans l'avancement de mon projet. Donc il y a toutes ces variantes qui sont à considérer. Et voilà, donc chaque bénéficiaire n'a pas du tout le même accompagnement CEP, ce qui est idéal, car c'est vraiment personnaliser l'accompagnement. Alors, je pense que peut-être en creux dans la question, il y a est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a une durée minimale pour réaliser son conseil en évolution pro? C'est-à-dire, est-ce que c'est au moins 1 mois ou 2 mois? Ou est-ce que ces 6 heures ou 5 heures peuvent être faits en l'espace de quelques semaines? Ça peut être très rapide, et ça peut être très long aussi. Ça peut être très rapide si le projet, si les interlocuteurs sont présents, sont bien ficelés. Et ça peut être très long si le bénéficiaire arrive et il a juste une idée de projet et c'est vraiment le lancement. Donc c'est vraiment, ça peut être très variable. Mais généralement, le premier rendez-vous dure, donc le diagnostic dure en moyenne 1 heure et demie à 2 heures et il est fait dans les 10 jours après le premier contact téléphonique. Donc l'entrée en CEP après le premier contact téléphonique se fait en moyenne sous 10 jours. Une demande de confirmation, cet accompagnement est bien totalement gratuit? Donc l'accompagnement est vraiment gratuit du début à la fin. La seule contrainte pour le bénéficiaire de cet accompagnement-là, c'est de signer un document qu'on appelle un livrable qui fait foi en fait, comme quoi l'accompagnement a été fait dans telle ou telle condition. C'est la seule obligation pour le bénéficiaire. Il faut rappeler que effectivement la loi du choix de son avenir professionnel de 2018 a orienté des crédits formation vers le financement de ce conseil en évolution professionnelle au niveau national, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il est totalement gratuit. Totalement gratuit. Voilà, la seule obligation, c'est la signature d'un document. Alors, une question de Martine. L'accompagnement de la personne dans le cadre du CEP est réalisé sur le temps libre. Un accord entreprise peut prévoir de l'effectuer sur le temps de travail. Quelle est la réalité à ce jour? Les entreprises intègrent-elles ce dispositif? Alors, à mon sens, les entreprises n'ont pas encore totalement intégré ce dispositif-là, car beaucoup de bénéficiaires qu'on reçoit, c'est vraiment hors temps de travail. Donc, on a même des plages horaires définies le samedi matin. Oui, ce qui peut se comprendre, hein, puisque effectivement, même si demain les entreprises devaient pouvoir laisser un peu de temps, c'est souvent aussi des projets qui sont construits un peu à l'ombre de l'employeur, si on peut dire, le temps pour le projet mûrir un peu et éventuellement le présenter ensuite. Tout à fait. Certains bénéficiaires ont, des fois, selon le processus dans lequel ils veulent rentrer, leur démarche, n'ont pas forcément envie que l'employeur soit au courant. D'où la confidentialité de l'accompagnement. Bon, je leur dis une troisième fois, plus de questions ni de commentaires. Ça va peut-être les faire venir. Alors,
On peut peut-être à ce moment-là quand même conclure. S'il y a encore une question qui arrive sur le chat, on la prendra volontiers. Mais ce qu'on peut donc dire en synthèse, c'est que le conseil en évolution professionnelle, c'est effectivement un service qui désormais est accessible à toutes et tous, pour les salariés du privé en tout cas. Pour ce qui est du secteur public, on aura l'occasion de revenir sur les solutions possibles pour les agents du public, qu'ils soient la fonction publique hospitalière d'État ou des collectivités locales. Mais en tout cas, pour les salariés du privé, il y a ce service universel, neutre, c'était important de le rappeler, effectivement, gratuit, et qui permet vraiment d'avancer sur son projet, soit pour une démarche individuelle, qui pourra aboutir sur un financement propre ou un financement sur son compte personnel de formation, soit pour étayer un dossier auprès de son employeur ou auprès de financeurs comme Transition Pro, s'il s'agit d'un CPF Transition Pro, et ce, de manière à pouvoir avoir des arguments permettant de présenter son projet, aussi bien au regard de ses envies personnelles, mais aussi de la situation du marché de l'emploi. Merci Ludovic, en tout cas, pour... Oui. Alors, encore 2 questions. Le délai de réponse entre une demande sur le site CPF Transition Pro et la réponse est bien de 10 jours. Et la même Véronique demande aussi combien de refus pour une acceptation de financement. Alors, les commissions se font à date définie par Transition Pro. À date définie. Et c'était quoi la suite de la question, pardon? Combien de refus pour une acceptation de financement? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Alors, sur ce point-là, on n'a pas encore en fait de statistiques, puisque on n'a pas encore le recul sur la mise en place du CPF Transition Pro pour donner des éléments. Ce qui est certain, c'est que par rapport à ce qui était fait précédemment par les fonds GESIF sur le congé individuel de formation, on aura probablement des refus un peu plus importants, puisque le volume de crédit disponible sur ce dispositif est moins important qu'il ne l'était au niveau des fonds GESIF. Donc, à moins que le nombre de demandes baisse, ce qui n'a pas vraiment lieu d'être, on peut imaginer que le taux de réponse sera un peu plus bas que ce qu'il a pu être dans le passé. D'où l'intérêt aussi de pouvoir, en complément de ce dispositif CPF Transition Pro, bien utiliser son CPF standard, ce qui sera du coup peut-être plus souple, plus facile à mobiliser dans un certain nombre de cas. Une autre demande, quel est le délai entre la sollicitation du CEP et la réponse? Une première réponse. C'est le premier rendez-vous, donc la première sollicitation, donc c'est 10 jours maximum. Entre le premier contact mail ou téléphonique et le premier rendez-vous, c'est 10 jours maximum. Là, on parle pour le CEP salarié, parce que pour ce qui est des CEP demandeurs d'emploi, ça peut varier en fonction de l'opérateur, Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale. Et pour ce qui est des cadres, c'est l'APEC également qui a des process spécifiques. Bien, je pense qu'on est arrivé au terme des questions. Ah non. Les dates des commissions sont-elles connues? Oui, elles sont disponibles sur le site de Transition Pro. Alors, de la même manière que pour le conseil en évolution professionnelle, le site Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, mais je le redis, il y a un webinaire qui est consacré, donc il sera présenté aussi, vous permet de disposer d'un espace personnel et d'être tenu informé à la fois des dates de commission, de l'avancement de votre dossier, etc., des pièces manquantes. J'invite les candidats ou les conseillers qui accompagnent des candidats à ce dispositif à aller sur le site de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, car tout se remplit sur le site. Tous les projets de Transition Pro se remplissent directement sur leur plateforme. Voilà, tout à fait. Toutes les demandes sont désormais dématérialisées, je crois, depuis la semaine dernière. Oui. Très bien. Bon, alors cette fois-ci, je crois que je peux remercier Ludovic pour sa présentation. Merci au CBC Auvergne-Rhône-Alpes de nous avoir donné ce temps, cette présentation. L'enregistrement du webinaire sera disponible sur le site de la formation continue de l'UCA, www.fc.uca.fr. Il sera également disponible sur notre YouTube de l'UCA.
Et vous aurez également à disposition la présentation qui a été construite et présentée aujourd'hui par Ludovic Valenza pour être utilisée, téléchargée librement. Voilà. Merci à tout le monde pour la participation et l'attention sur cette présentation et une bonne journée à tout le monde. Merci à vous.